Bonsoir, mesdames, messieurs. Merci d'être venus ce soir pour engager le dialogue sur la question des entreprises et du développement. Je vais peut-être commencer par dire que quand Pierre Fly et Alliance Sud m'ont contacté, j'ai tout de suite accepté avec intérêt de venir parler de ces questions parce que je crois qu'on a l'année passée, cette année, et maintenant avec la campagne et l'initiative qui va suivre, de gros enjeux en Suisse, d'abord sur la coopération internationale au développement post-adoption des objectifs de développement durable, puis ensuite sur la question de la responsabilité des entreprises avec la campagne et l'initiative. Et de prendre les deux, donc comme on m'a proposé, de traiter de la question de ce lien entre État et entreprise et impact sur le développement. J'ai trouvé que c'était une belle thématique. Alors, c'est aussi un vaste programme, hein. C'est une thématique très très large. Et comme l'idée n'est pas d'y passer toute la nuit, j'ai fait un choix un petit peu arbitraire de me concentrer sur 2-3 choses que j'aimerais partager avec vous, quelques réflexions avant le dialogue. Alors, j'ai amené un PowerPoint, pas parce que j'ai envie de vous montrer beaucoup de textes, mais il y a 2-3 tableaux ou graphiques qui permettent des fois en images de montrer quelque chose qui frappe un peu plus en images qu'en parole. Mais disons voilà quelques chiffres pour un peu placer le débat sur de quoi on parle. Ensuite j'aimerais parler de la responsabilité des entreprises et puis je vais un peu structurer ma présentation sur cette question des responsabilités qu'on dit négatives des entreprises et des responsabilités positives des entreprises, avec des questions juridiques, mais aussi des questions très importantes par rapport au développement durable. Après, je vais traiter plutôt de la question des relations multinationales État par rapport à l'agenda 2030 pour le développement durable, et entrer dans la question de ces partenariats, de dire, mais au fond, quelles sont les motivations des entreprises, quelles sont les motivations des agences et des acteurs du développement, pour que l'on voit une multiplication de ces partenariats. Et je vais vous proposer d'entrer un petit peu dans le vif du sujet, non pas en disant les multinationales, mais d'essayer d'approcher ou d'analyser les chaînes de valeur par secteur. Pour se dire, si je suis un État ou si je suis une ONG ou je veux engager le dialogue par rapport au développement durable, qu'est-ce qu'on peut essayer de voir par rapport aux responsabilités négatives et aux responsabilités positives des entreprises. Puis je finirai avec quelques réflexions sur la notion même de partenariat et la légitimité de ces partenariats. Voilà, donc pour le menu. Alors, le contexte, je vais aller assez rapidement, mais je vois qu'un certain nombre d'entre nous ont connu les grandes heures, par exemple des PTT. Hein. Et je dois dire que, comme jeune garçon, dans les années 70, si on m'avait dit, voilà, les PTT vont être démantelés, tout ce qui est téléphonie, ça va être privatisé, je vais pouvoir choisir entre Sunrise, Swisscom et bien d'autres, ça va être coté en bourse, la Confédération va garder une partie de l'actionnariat majoritaire pour Swisscom. Je n'y aurais pas cru, et personne n'y était prêt. Aujourd'hui, si nous étions un pays au centre de l'Europe qui garderait un monopole d'État, une régie unique, on aurait l'air vraiment particulièrement singulier face à l'environnement global. Donc cette question des partenariats entre États et entreprises sur des questions aussi fondamentales que les télécommunications, on voit que là les choses évoluent. Et ces évolutions ont eu lieu dans cette période au fond de retour de balancier. Vous avez eu l'entre-deux-guerres et les 30 glorieuses, où vous avez eu un enchâssement de l'économique dans le politique et le social, et puis un retour de balancier dans l'autre sens avec une déréglementation, un désenchâssement de l'économie, du politique, du social, dans une certaine mesure, à partir des années 80 avec les réformes néolibérales, dans les pays en développement évidemment, qui s'accompagnent de mesures d'austérité qui nous donnerait l'impression que ce que vit la Grèce aujourd'hui, c'est une balade de plaisance par rapport l'ajustement structurel par lequel ont dû passer nombre de pays en développement dans les années 80, dans les années 90. Et puis,
on a vu, surtout dans des États du Sud, l'apparition d'États qu'on appelait États fragiles, États faillis. Alors attention, hein, il y a certains États qui sont fragiles mais qui ont des régimes extrêmement autoritaires, donc il faut distinguer déjà ces deux choses. Mais il est vrai qu'on a vu en même temps qu'un affaiblissement des États, l'émergence de géants, de groupes absolument gigantesques liés à cette vague de fusion et acquisition des années 80, des années 90. Et là, j'ai juste retrouvé un tableau produit par la CNUSED en 2002 sur l'année 2000, et je crois que ça avait été un choc pour nous tous, c'est-à-dire que la CNUSED a eu la bonne idée de comparer les économies mondiales avec d'un côté le produit intérieur brut, et puis de l'autre côté la valeur ajoutée, pas le chiffre d'affaires, mais la valeur ajoutée par les entreprises. Parce qu'effectivement, d'un point de vue économique, le chiffre d'affaires ne peut pas être comparé au revenu national. Voilà, bref, avec cette méthode assez solide, je ne vous demande pas de voir le détail, mais ce que l'on voit là, c'est que sur les 100 plus grandes économies mondiales, il y a 29 multinationales. Et vous avez la première à l'époque, donc en 2000, ExxonMobil, qui produit une valeur ajoutée en 2000 qui est supérieure au produit intérieur brut du Pakistan, du Pérou, de l'Algérie, de la Nouvelle-Zélande, et juste en dessous de celui des Philippines et du Chili. Donc on se dit, mais oui, on a affaire à un certain nombre de groupes internationaux qui sont réellement des géants. Maintenant, se pose la question de cette relation de pouvoir et effectivement des questions de dérégulation et de libéralisation et de ce que ça veut dire par rapport à des questions qui vont nous intéresser sur le développement. Et puis, dernier point qui me semble important, c'est qu'on a dans les années 90 l'émergence au niveau du développement de cet agenda des biens publics globaux, où il s'agit de s'occuper de climat, de s'occuper bien sûr d'environnement, il s'agit de s'occuper de santé globale, avec le risque, contenir le risque de pandémie. Il s'agit de gérer les questions de sécurité au niveau planétaire et de migration, où l'on voit que les États, même seuls, ne sont pas à même d'amener des réponses adéquates. On a un déficit de gouvernance et on promeut la gouvernance multipartie prenante, où les ONG commencent à jouer un rôle majeur, mais bien sûr où les multinationales sont amenés à être des acteurs importants de la gouvernance mondiale. Et je dirais que ça n'a fait que d'augmenter jusqu'à l'adoption de l'agenda 2030 sur les objectifs de développement durable à New York, où en septembre dernier, vous aviez des segments entiers qui étaient dédiés aux entreprises privées, avec des patrons de très grandes multinationales qui étaient des acteurs majeurs au niveau politique de l'adoption de ces nouveaux agendas de développement 2015-2030. Donc voilà un peu l'environnement dans lequel se pose la question que Alliance Sud m'a proposé de traiter, partenariat, État, multinational. Est-ce que c'est une recette pour le développement? Point d'interrogation. Donc, sur cette base-là, un tableau que je vais essayer de résumer, mais qui est aussi intéressant. Voilà la situation à la fin de la guerre froide, en 1990, et la situation autour de 2015 aujourd'hui. Il s'agit ici que des flux financiers, des flux de ressources du nord au sud. Je n'ai pas mis là-dedans un autre tableau qui serait très intéressant de voir, c'est les reflux financiers du sud au nord, mais c'est une question dont on parlera plus tard. Le premier flux financier du nord au sud en 1990, à la fin de la guerre froide, et de loin, c'est l'aide publique au développement. Et puis vous avez en dessous les investissements directs étrangers et les transferts de fonds des travailleurs migrants qui habitent des pays du Nord et qui renvoient des fonds dans leur pays en développement. Et vous voyez qu'à partir de 1994, 93, 94, bien sûr beaucoup plus à partir de 2002, l'aide publique au développement en termes réels, ce n'est pas en termes nominaux, d'abord diminue, c'est la fatigue post-guerre froide, il n'y a plus d'enjeux géostratégiques, donc de gros donateurs réduisent l'aide publique au développement, et puis on a cette vague d'investissements directs étrangers au sud,
surtout dans les secteurs d'extraction et de matières premières au début, et puis ensuite avec une diversification forte dans les infrastructures et dans d'autres secteurs. Et on voit la volatilité de ces flux privés qui augmentent, mais qui connaissent lors de crises importantes, crises financières ou autres, des baisses abruptes, alors qu'on voit une hausse progressive beaucoup plus stable des transferts de fonds des travailleurs migrants qui devient un vecteur majeur de transfert de ressources. Donc, on arrive en 2015, on réunit tous les membres des Nations Unies, pays membres des Nations Unies, pour penser le développement entre 2015 et 2030, et il n'est pas étonnant qu'on dise l'aide publique au développement va continuer à jouer un rôle très important, mais marginal d'un point de vue financier. Les estimations qui ont été faites, c'est qu'il faut environ mobiliser 3 000 à 5 000 milliards de dollars, francs suisses, vu qu'on est à parité, par an, pour financer les objectifs de développement durable. L'aide publique au développement, ça va être avec les Chinois et d'autres donateurs émergents. On pourrait arriver à 160, 180, au mieux 200 milliards de dollars par an, mais entre 200 et les 5000 dont on a besoin, c'est vraiment minime. Et donc le reste doit être mobilisé par ailleurs. Et j'y viendrai tout à l'heure. Pour moi, il y a des questions fiscales qui sont essentielles. Et ensuite, évidemment, des questions liées au rôle du secteur privé en termes d'investissement. Voilà un autre indicateur que j'ai trouvé tout récemment dans un rapport d'un think tank basé à Bruxelles sur le développement. Et puis ils ont regardé au fond dans les documents officiels de l'adoption des objectifs du millénaire pour le développement en 2000, de Paris en 2005 pour l'efficacité de l'aide, suivi de Accra et Busan, et puis maintenant de cet agenda 2030. Combien de fois dans ces documents officiels on voit le terme aide? Et on voit que l'occurrence du terme aid diminue et devient de moins en moins important dans les documents officiels, alors qu'au niveau de partnership, partenariat, on voit une hausse très forte. C'était pratiquement absent encore lors de l'adoption des objectifs du millénaire en 2000, mais on voit une hausse constante maintenant. Pauvreté, bien sûr, qui reste, qui devient de nouveau un mot qui a été utilisé avec inégalité et pour de bonnes raisons, mais aussi, ici, donc le secteur privé en bleu, et on voit qu'à partir de 2008, 2011, on voit que partenariat et secteur privé sont des mots qui apparaissent beaucoup dans tous ces documents officiels qui sont censés être des documents universels adoptés par l'ensemble des membres des Nations Unies sur l'avenir du développement durable. Voilà donc sur cette base-là que nous dit Ban Ki-moon. Je crois qu'il soulève à juste titre que les entreprises doivent jouer un rôle et lui appelle les entreprises à aider leur gouvernement à mettre en œuvre les objectifs de développement durable. Et ça, c'est ce que j'appelle la responsabilité positive des entreprises qui sont censées de faire du bien ou de faire bien en contribuant à la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Mais il rajoute un peu plus loin dans sa déclaration quelque chose qui est essentiel. Il rajoute donc « Nous serions plus proches du monde que nous souhaitons si les entreprises partout dans le monde prenaient des mesures de base comme le respect des droits des employés, ne pas polluer la terre, la mer et l'air et punir la corruption. » Et là, on arrive dans les responsabilités négatives de l'entreprise, c'est-à-dire qu'après avoir appelé les entreprises à contribuer de manière proactive aux objectifs de développement durable, il dit que le monde se porterait beaucoup mieux si ces entreprises commençaient par ne pas nuire au développement. Alors j'en viens aux motivations, et j'en viens aux motivations parce que on a travaillé donc avec nos étudiants à l'Institut de hautes études internationales et du développement. On a souvent travaillé avec nos étudiants dans des projets de recherche pour des ONG, pour des entreprises multinationales ou pour des
agences onusiennes sur des questions liées à la responsabilité de l'entreprise, à la contribution des entreprises au développement durable ou à la réduction des violations des droits humains. Et j'ai vu que les étudiants en permanence se disent mais quelles sont les motivations qui sous-tendent les entreprises? Et c'est un débat important. Alors pour ce débat, moi je me suis rappelé de ma première leçon de gestion d'entreprise. C'était au début des années 80, dans la noble université de Neuchâtel, et on avait un professeur de gestion qui allait partir à la retraite, et il a donné son premier cours en disant « Écoutez, c'est très simple, l'objectif des entreprises est de maximiser le profit, c'est de maximiser la valeur actionnariale, et le profit, c'est les ventes, ou le chiffre d'affaires, moins les coûts de production. Point final. » Et il a ajouté, ceux qui ici ne comprennent pas ce que je viens de dire peuvent partir, ça ne vaut pas la peine de suivre mon cours. J'ai hésité à partir, mais j'ai fait de l'économie politique plutôt que de la gestion d'entreprise. Cela dit, il avait raison. Et il a toujours raison, aujourd'hui. Mais l'équation est un petit peu plus compliquée et elle l'est surtout devenue. C'est-à-dire que, je prends juste l'exemple de Shell, vous vous souviendrez qu'après l'exécution de Ken Saro-Wiwa au Nigeria, avec d'autres militants Ogoni, Shell a été accusé de n'avoir pas pu empêcher le régime de Sani Abacha d'avoir évité l'exécution de Ken Saro-Wiwa. En disant, voilà, Shell, vous êtes la principale entreprise pétrolière dans le Niger, vous êtes le principal acteur économique au Nigeria, et vous avez certainement du pouvoir que vous n'avez pas utilisé pour éviter cette exécution injuste. Et par la suite, Shell a été amené par des poursuites judiciaires à répondre de violations ou de complicité dans des violations des droits de l'homme devant des tribunaux. Et il y a 3 ans, Shell a finalement décidé d'aller vers un arrangement à l'amiable en payant un certain nombre de millions de dollars pour que ce cas qui finissait par faire du tort à son image, à sa réputation, chaque 2-3 mois, on reparle de ce procès, on revient sur cet événement, on repose des questions. Donc sans avoir formellement reconnu de culpabilité, Shell a fini par payer des millions de dollars pour clore le cas devant les tribunaux. Donc si je reviens à mon équation, aujourd'hui dans cette équation, il faut ajouter dans la maximisation du profit la gestion des risques de poursuites judiciaires, des risques d'atteinte à l'image et à la réputation d'une entreprise qui peuvent aller jusqu'au boycott des produits ou de la marque. Et puis vous avez aussi aujourd'hui de plus en plus d'entreprises qui essaient d'attirer ce qu'ils appellent les best talents, donc les jeunes employés qui seraient les plus talentueux, les plus motivés et qui ont aussi une certaine éthique. Et beaucoup de ces entreprises voient qu'elles ont de la peine à attirer ces jeunes si elles ont la réputation de systématiquement détruire l'environnement, violer les droits humains et se comporter de manière totalement inadéquate. Donc il y a une volonté d'améliorer l'image de l'entreprise aussi par rapport à ce marché du travail dans lequel on souhaite se distinguer de la concurrence. Donc vous voyez que les motivations, et j'en viens là aux motivations des entreprises, la motivation première c'est, une fois de plus, le profit, et je crois qu'il faut le dire. Et puis il y a des personnes pour qui cette motivation de profit pose problème, d'autres pour qui ça ne pose pas de problème, mais enfin c'est comme ça. Et ça clarifie aussi les termes du dialogue entre les entreprises, les États et les ONG. Maintenant, par rapport à cela, il y a des leviers. Je pense que la raison pour laquelle les entreprises souhaitent développer des partenariats pour pouvoir communiquer aussi sur la manière dont elles contribuent au développement durable, c'est lié à des questions d'image, de réputation, c'est lié à des questions de gestion des risques, j'ai donné l'exemple de Shell. Vous avez aussi parmi la question de la satisfaction, de la rétention d'employés, vous avez parfois des convictions personnelles de dirigeants. J'ai travaillé, avant d'être professeur à l'Institut, pour une organisation avec laquelle nous devions mener des dialogues sur la gestion de la sécurité d'entreprises pétrolières et minières dans des zones de guerre.
Et je peux vous dire que j'ai vu de grandes différences dans la même entreprise sur la qualité du dialogue en fonction de qui est le PDG de l'entreprise. On a eu une grosse entreprise pétrolière dont le PDG avait perdu ses parents à Auschwitz et qui avait fait passer l'ordre de dire ces questions de gestion de la sécurité et de respect des droits de l'homme, pour moi c'est central. Ce patron est parti, il a été remplacé par d'autres et la qualité du dialogue et l'intérêt du chef, du directeur de l'entreprise en Indonésie, pour ne pas nommer le pays, a changé du tout au tout, voyez. Et finalement, je crois que c'est là que j'aimerais développer, c'est qu'il y a un avantage concurrentiel à s'engager dans des partenariats pour le développement durable parce que ça représente des marchés, les marchés de demain, des marchés émergents très importants. Et là, j'ai regardé quelle est la communication faite par ce qu'on appelle en anglais le World Business Council for Sustainable Development, qui serait le Conseil mondial des entreprises pour le développement durable, qui est donc une association de multinationales. Et cet organe fêtier dit aux membres, aux multinationales, vous avez tout intérêt à vous engager là-dedans parce qu'il y a un marché énorme. Et ce marché, il est là. Vous avez à la base de la pyramide les personnes les plus pauvres de la planète, 3 milliards de personnes qui ont moins de 3 dollars par jour, donc qui sont sous un certain seuil de pauvreté monétaire, et puis encore 1,5 milliard qui sont entre 3 et 9 dollars par jour dans ce que souvent les économistes du développement appellent une classe moyenne émergente, mais qui risque soit d'asseoir leur position comme classe moyenne, soit de manière avec beaucoup de vulnérabilité de redescendre sous le seuil de pauvreté. 4,5 milliards de personnes, et vous voyez que ce qui est dit, c'est que ces 4,5 milliards de personnes dépensent 5 milliards de dollars pour se nourrir et acheter des boissons. Et 5 milliards de dollars, c'est quand même appréciable, c'est 8 fois le revenu national suisse. Voilà, donc c'est une manière de dire attention, vous avez là un réel marché et il est intéressant, non, excusez-moi, 5 milliards de dollars, c'est les dépenses globales de ces personnes donc qui ont moins de 9 dollars par jour comme revenu, et puis 2,3 milliards, donc presque la moitié, serait dépensée sur l'alimentation. Donc ça, c'est un argument majeur pour dire si vous adaptez vos produits, si vous adaptez votre manière de travailler dans des pays en développement, vous avez là un marché qui est potentiellement très intéressant.